Léa de Léa et Sharky. Donc avec Steph de Studio Hall, on a créé une agence web pour rendre les sites internet soit efficaces et soit rentables, soit accessibles. Et là, on stream pour un peu vous donner nos opinions sur des sujets d'actu web et tout. Donc voilà, ça permet un peu de nous connaître et pas juste être une énième agence avec on sait pas qui fait on sait pas quoi et puis on te livre un truc et puis il y a ça quoi. Donc voilà, nous on s'est dit que ça nous permettait d'avoir une plateforme pour exprimer un peu nos opinions, pour exprimer aussi un peu notre expertise et ça permet aussi un peu de vulgariser le web sans utiliser de termes techniques hyper compliqués et tout. C'est pas quelque chose qui est compliqué, le web, c'est juste un univers à appréhender et on se dit qu'on pouvait un peu vulgariser tout ça et vous parler de sujets d'actualité qui sont brûlants, clivants ou pas parfois dans l'univers du web. Donc voilà. Donc moi, il faut savoir que je n'ai rien préparé et que c'est Steph qui a travaillé à trouver l'article, à l'analyser. Donc on va tous se faire guider par Steph aujourd'hui qui va nous présenter un peu tout ça. Alors, inutile de me présenter puisque tu m'as déjà présenté. Et pour ce qui est justement du travail que j'ai fait en amont, bah, figure-toi, moi j'ai juste lu l'article dans les grandes lignes et puis j'ai juste tapé un petit script. Donc ça va être à l'arrache total. Ça va être marrant. Euh, alors, en gros, ce qu'on va faire, hein, une fois n'est pas coutume, on va parler d'IA et vraiment pas en bien. Mais cette Hmm. fois-ci, vraiment pas en bien parce que c'est vraiment là, on touche à un sujet qui. En fait, on touche à tout ce à l'accessibilité au niveau du web, à l'inclusivité, donc rendre des sites ou des applications accessibles au plus grand nombre, aux personnes en situation de handicap, etc. Et déjà, c'est par expérience un domaine qui est souvent relégué en seconde, troisième, voire quatrième zone pour des questions qu'on évoquera, hein, bien entendu, tout au long de ce stream. Et qui là, ben, grâce à l'IA et ces chers tech bros de l'IA, bah, va encore se prendre un coup. Voilà pour ce dont on va discuter. Mini anecdote, j'en profite, hein. Mais hier j'étais à Adobe Creative, hein. Donc la petite conférence annuelle de Adobe. Donc ils en font plein dans l'année, hein, les créas, si vous voulez venir sur Paris. En tout cas, c'est gratuit et tout. Vous avez qu'à vous inscrire, c'est assez nominatif. Il n'y a pas beaucoup de place, donc faut être un peu réactif, mais c'est très sympa. Et bah, le thème, une fois n'est pas coutume, de la petite presse, on va dire, c'était l'IA. Donc c'était assez intéressant comme c'est un sujet qui est très brûlant aussi chez les créatifs. Et peut-être que j'en parlerai peut-être un peu plus à la fin, mais ça a été très intéressant de voir en fait les différentes positions des créatifs sur l'IA. Il y en a qui sont très contents de l'avoir, il y en a qui trouvent que se positionner par rapport à l'IA, c'est garder le côté conceptuel, la création, mais que l'IA en fait génère et aide un peu sur les tâches. Donc en fait, on lui donne un brief, elle nous aide à visualiser le brief, etc. Bon, on n'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins il y avait des débats qui étaient ouverts. C'était assez intéressant. Et il y avait on va dire trois intervenants. Et on avait un qui était très IA focus, qui travaille chez Monotype, donc c'est eux qui font par exemple énormément de typos. Il y en avait un autre qui était qui était artiste et qui fait les peintures de façade dans Paris, hein. Notamment, si vous avez été à fond dans Master Poulet, à Saint-Ouen, sachez que la grande fresque qu'on voyait derrière les interviews où il y avait écrit Saint-Ouen en bleu là sur une grande façade, c'est lui. Donc il fait beaucoup beaucoup de street art dans Paris, un peu vintage et tout. Moi j'aime beaucoup son taf. Et c'est un mec qui est très drôle et qui nous disait qu'il avait encore la version Photoshop craquée et qui trouvait ça merveilleux de Classique. transformer des documents en PDF avec. Donc voilà, on avait différentes personnes, différentes manières d'aborder le sujet, et puis une dernière agence qui, elle, parlait un peu des artistes digitaux. Bon, ça c'était intéressant aussi.
Donc voilà, juste pour dire le petit disclaimer, c'est pas qu'on est contre l'IA ou autre, c'est que l'IA forcément, comme c'est quelque chose qui est nouveau, comme c'est une technologie qui va très vite et qu'on est dans une bulle spéculative sur l'IA, c'est important de se poser des questions pour savoir un peu comment se placer par rapport à ça, qu'est-ce qui est ok, pas ok aussi, hein. Et dans tous les cas, même si c'est pas ok, ça se fera sans nous, hein, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, savoir déjà quel positionnement on veut avoir pour justement avoir une utilisation, une critique de l'IA qui est la plus juste possible et la plus alignée avec nos propres valeurs. C'est mon petit disclaimer. Moi, le seul truc que j'ai retenu, c'est Adobe qui propose un truc gratuit. Bah oui, c'est gratuit à chaque fois les trucs de Adobe. Non, mais je sais. Non, mais je dois de l'argent à Adobe. Ah, Chut, on coupera au montage. On coupera au montage. Euh, alors, bah, je pense qu'on peut commencer à voir l'article ou alors éventuellement mettre des choses, d'abord mettre les choses dans le contexte. Je ne sais pas. vas-y, Je ne sais pas. dis-nous tout. Bah, je vais déjà. Ok, alors je vais déjà partager l'article. Tac, partager l'écran. Les aléas du direct. Bim, bam, boum. Allez. Là, normalement, on a un superbe article de techpolicy.quest. Waouh. The web is being made accessible for AI, not people. Oh. C'est pour ça que je ne parlerai pas anglais. Donc, pour ceux qui ne sont pas anglophones, ça veut dire le web devient accessible pour l'IA, mais pas pour les personnes. Et si tu le permets, c'est là justement où il y a un gros mais un mais gigantesque. C'est comme je disais avant, je disais avant, hein, dans un contexte actuel vraiment de productivité débridée ces dernières années, dans la majorité des domaines, mais ça se ressent également dans le digital, l'accessibilité, on va y venir. Hein. On va vous donner des exemples précis de par nos métiers respectifs. Mais c'est vraiment quelque chose qui est relégué, qui est passé au second plan, malheureusement. Il y a encore, d'après une étude récente, qu'on peut trouver, je ne sais plus où ça l'écrit. Bah, en gros, il y a une étude de 2026 sur à peu près 1 million de pages web qui a décelé en fait que 95% des sites présentent des lacunes en termes d'accessibilité. Sachant que les principes d'accessibilité, c'est des règles, des principes, etc., qui remontent à peut-être pas le début du web, mais le début des années 2000. Oui, et puis ça repose aussi une question qui est un peu plus sous-jacente, qui est l'impact du validisme, aussi dans toutes les sphères de sociabilisation en fait. Voilà, ouais. C'est exactement ça. Et là, en fait, ce qui est, enfin, moi je le dis clairement, hein, quand j'ai lu cet article, je me suis énervé. Hein. Je me suis énervé parce que qu'on valide ou non l'IA, peu importe, vous connaissez notre point de vue, Léa l'a bien dit. On dit, OK, nous, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Après, c'est OK. C'est OK, ça reste un outil. Par contre, quand ça commence à toucher, on va dire, de manière intrinsèque à l'humain, sur des questions d'accessibilité, d'inclusivité, etc. Quand ça touche justement des personnes. Alors, moi, j'aime pas forcément dire le terme personne en. J'ai pas forcément le lexique avec le validisme, tout ça. Quand ça touche des personnes en situation de handicap, ce qui est un terme vaste, hein, ça peut être quelqu'un comme moi qui est un peu myope, comme une personne en chaise roulante. Voilà, c'est vaste. Bah, Bah, surtout pour Internet, on pense à la dyslexie, on pense aux la personnes qui dyspraxie, tout sont, ça, ouais. ouais, on pense aux personnes qui sont, ah mince, comment ça s'appelle, qui ont des problèmes pour voir les couleurs. Je retrouverai le mot. Les Euh, daltoniens, Daltoniens, voilà. On parle ouais, pour les bon, entre daltoniens, autres. on Entre parle autres. pour les aveugles aussi, hein, et on parle aussi pour Ouais. les gens qui ont, par exemple, des problèmes d'audition. Ça, pour le web, c'est vraiment les critères les plus importants pour toujours être sûr d'être accessible ou pas. C'est pour ça, par exemple, que sur Instagram, moi, je vous encourage toujours à mettre des sous-titres
Même quand vous faites des stories, maintenant il y a le speaker sous-titre qui est très bien calibré chez Insta. Mettez toujours des sous-titres parce que vous ne savez pas en fait si votre audience est totalement valide, si elle arrive à entendre, si elle arrive à comprendre aussi. C'est important. Et puis aussi peut-être qu'elle ne maîtrise pas assez la langue française pour vous comprendre quand vous parlez vite. Donc toujours avoir des sous-titres, c'est beaucoup plus inclusif. Et ça permet aussi d'avoir une plus grande communauté et une communauté plus mixte et plus multiple. Et ça, c'est important. Je pense qu'on peut tous s'accorder que l'inclusivité est une valeur qu'on veut. En tout cas, si on ne s'accorde pas dessus, n'hésitez pas à partir. Et c'est totalement au cœur de la question de créer du lien et créer du lien entre nous toutes et tous pour justement échanger de manière la plus diverse sur des sujets qui nous concernent toutes et tous. Je crois que tout a été dit. Non, il n'y a pas tout qui a. Il n'y a pas, il y Est-ce- a, il y a, il y a, il y a pas, il y a pas tout qui a été, il y a pas tout qui a été dit. Mais c'est. Alors, moi, je vais peut-être parler au niveau, je ne vais pas dire technique, je vais essayer de vulgariser. Je ne suis pas un expert non plus en accessibilité. Nous, avec ce studio, et même moi, hein, avec Studio Hall, placement produit, j'essaye vraiment de faire en sorte de faire que nos sites respectent un minimum les standards RG2A, etc. Ça, je vais en parler de certains de ces standards, hein. C'est du travail de longue haleine. Un site à 100% accessible, ça demande vraiment du temps, que ce soit en termes d'UX UI, donc création de maquettes, etc. En termes de rédaction, parce qu'effectivement, par exemple, ça, je pense que presque tout le monde connaît, le texte alternatif pour décrire justement une image. Mais encore une fois, ce texte alternatif n'est pas obligatoire. Si c'est une image, par exemple, de décoration, c'est pas une obligation. Par contre, si c'est une image à caractère informatif, c'est aux gens qui voient pas l'image, qui utilisent des liseuses d'écran, etc. Et c'est énormément de boulot. Je sais que dans beaucoup d'agences, là c'est bon, je parle par expérience, beaucoup d'agences mettent ça de côté. Bon, j'ai eu la chance de travailler dans une agence, je dirais pas de nom. Bon, ça sera peut-être coupé au montage, mais je dis pas de nom. Peut-être c'est des audio connards, mais par contre, ils faisaient un travail de dingue sur l'accessibilité. Ça, faut leur laisser, mais je vous aime pas quand même. Après. Bon, là, je donnais mon exemple. Léa, je te laisse la parole. Si toi, dans ton activité, je sais pas trop comment ça se passe. Alors, c'est une bonne question. Il y a deux choses quand on est en design. Il y a premièrement la manière de créer des designs qui soient vraiment design et qui encapsulent l'univers d'une marque. Donc à partir de là, on peut être un peu plus arty, on va dire. Si par exemple le but c'est quand même d'être original, etc., on peut prendre des typos qui sont un peu moins lisibles, etc. Ça arrive. Ceci dit, moi ce que je recommande pour choisir ces typographies, c'est toujours de prendre un des polices des typos Google, parce que ça permet, un, de les avoir gratuites, oui, deux, que Google arrive à bien les lire, donc forcément c'est mieux pour l'algorithme, et trois, c'est souvent des polices qui sont lisibles par la majorité. J'ai des mises à jour Adobe. Mais et après, à partir de là, généralement, on peut aussi en UX UI, ce qui est le plus commun et ce qui est le plus conseillé lorsqu'on veut travailler sur l'accessibilité d'un site internet, c'est de faire attention à la taille de la police, hein, toujours, mais aussi mettre un bouton qui permet en fait à certains handicaps d'être plus valorisés. C'est-à-dire, si on veut mettre un bouton, par exemple, rendre le site accessible, ensuite je fais le bouton sur accessibilité, et on a justement des polices qui sont réfléchies pour les dyslexiques, on a une hauteur de typo qui est augmentée, on va avoir du gras sur certaines lettres, etc. pour faciliter la lecture. Et on peut aussi mettre en place par exemple des éléments de ce qu'on appelle de lecture de texte. Donc ça, c'est là où l'IA devient intéressante pour le coup, parce qu'on peut utiliser l'IA pour justement créer cette voix qui va lire le texte.
Donc en fait, l'IA n'est pas forcément un outil qui invalide les handicaps, mais en fait, ça peut devenir un outil qui justement leur permet d'avoir plus d'accessibilité. Mais pour que cet outil leur permette d'avoir plus d'accessibilité, par exemple le petit audio de lecture de texte, etc., qui est très sympathique, la liseuse, par exemple aussi pour par exemple des images, et d'autres outils sur lesquels on pourrait se pencher. Tout ça, ça montre bien qu'en fait l'IA n'est que ce qu'elle est par la volonté de ce qu'on en fait nous. Et la question qu'on pose, c'est pas tant l'IA rend Internet inaccessible pour les humains, non. C'est les personnes qui utilisent l'IA ne se posent pas la question d'inclusivité. Parce qu'en réalité, si on voulait utiliser l'IA pour rendre les sites ou le web plus accessible, on pourrait et ce serait merveilleux. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que l'IA n'est pas forcément utilisée à ses dépens et en fait, on voit même l'inverse, on voit Internet, on voit le web, les sites qui sont construits pour alimenter l'IA, pour être référencés sur ChatGPT, etc., sans forcément se poser la question de est-ce que mon site est référencé sur ChatGPT? Ça, c'est la dernière question qu'il faut se poser au lieu de est-ce que mon site est lisible et accessible pour toute mon audience? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est là où on peut utiliser l'IA de manière intelligente. Et ben, là c'est génial, Léa, parce que, alors je sais pas si c'est voulu, vu que t'as pas lu l'article, mais tu viens de faire une transition magistrale pour la suite. Quand tu disais que, et franchement, là il y a toutes les étoiles qui sont alignées, hein. Parce qu'en gros, non pas l'IA, Léa nous explique, nous expliquer bah, justement que maintenant les personnes se posent des questions, enfin comment être référencé sur ChatGPT, etc. Et surtout la question, enfin c'est pas une question en soi, mais que maintenant il y a des documents et des sites qui sont faits pour être drive par l'IA. Et là, on va revenir à notre cher article. Moi, c'est un truc perso, je savais pas que ça existait déjà. On va parler à un exemple assez choquant. Il y a, alors là, c'est écrit justement. Dis-moi, si tu veux, je te le lis. Non, mais je vais le traduire, on va dire de manière résumée. De toute façon, j'ai Ah, déjà le résumé. tu veux pas que je flex mon magnifique accent Allez, vas-y, tu peux te la Non, bah péter. non, non, c'est bon. Mais mince, c'est mince. J'ai fait précédent et puis il y a la tronche de Trump qui est apparue. On aurait dû balancer un trigger warning. Désolé. Je te laisse. C'est Alors, c'est c'est ce, c'est ce passage-là. ok. The Spellfair framework recently added a section in its documentation site addressed cheerfully to artificial intelligences. If you're an artificial intelligence or trying to teach one who use spells. C'est quoi Svelte? Svelte, en gros, c'est un. Je vais faire vraiment très simple, c'est un framework. En gros, c'est. Alors là, je résume vraiment dans les grandes lignes. C'est un outil qui permet justement de développer des applications ou des sites. C'est c'est pas comme WordPress. C'est un peu différent, ça va plus loin au niveau technique, mais en gros, c'est un ensemble d'outils qui permettent de créer des applications ou des sites. Voilà. Ok. J'enregistre. Hop. Alors, en gros, t'as raison, on va lire ça en français parce que je pense qu'on va pas le lire deux fois à chaque fois. Ah, Ouais. j'aurais dû écouter Stéphane. Alors, de Svelte. D'accord. Et ça a ajouté une section de documentation pour la création de sites qui est en fait une section faite pour être lue par l'IA. C'est ça? Ah oui. Ouais, en gros, Donc, en gros, c'est ça, parce que ce type d'outil, mais n'importe quel outil, hein, que ce soit dans le développement, peu importe, si vous achetez une machine à laver, vous avez toujours de la documentation. La documentation, c'est important, même, voilà, on va pas se mentir, on la lit jamais, et puis on préfère apprendre sur le tas et perdre du temps.
c'est le cas de tout le monde. Mais cette documentation, à la base, en fait, elle est adressée aux humains, quoi. Je veux dire, aux graphistes, aux développeurs, peu importe, à la personne qui a acheté sa machine à laver, etc. Et là, l'entreprise Svelte, et c'est pas la seule, a commencé à créer des documents. C'est des documents texte, hein, nous-mêmes on peut les lire, hein, c'est du point .txt, peu importe, mais destinés uniquement pour les agents IA. Et je pense que ouais, Léa, tu voulais dire quelque chose? J'aimerais juste adresser un petit débat brûlant dans le cœur, qui est moi je lis la documentation. L'hôtesse l'a faite. Pardon. Moi je lis la documentation, d'accord, de mes machines à laver, mes appareils photo, tout ce que je reçois. Alors, je me permets, toi non? Alors en vrai, ça dépend. Si je m'achète, je sais pas moi, une assiette et des couverts, de toute façon, il n'y a pas de mode d'emploi, je pense. On n'a pas besoin. Euh, je Ok, fais ok. partie de ce genre de personnes qui aiment bien apprendre sur le tas, à mes dépens, à mes dépens. Ok. Maintenant, je lis les deux. Bref. Meuble Ikea. Meuble Ikea. Tu crois que tu peux le monter seul et tu utilises ta force de, de logique ou tu prends le plan? Meuble Ikea, je prends le plan et à la moitié du plan, je réalise que je l'ai monté à l'envers. Ouais, Moi, c'est pour ça que je ne monte plus de meubles. moi j'ai des problèmes de vis tout le temps. Bon, ok, bon, je clôt. Mais moi, je serais intéressée de savoir combien de personnes dans le chat là sont plutôt team je me tiens au plan et team je prends le plan, j'improvise Ah, c'est et plutôt j'oublie le team plan. artiste ou ingénieur. Ça. On vous connaît. Exactement. Pour le coup, je suis ingénieur. Bon, je trouvais ça intéressant. Mais pour l'instant, c'est pareil. Hein. Pour l'instant, c'est pareil en fait. Ouais, mais Tu. il y a des. Pour la petite histoire, j'ai déjà bossé dans des boîtes où, en général, il y a une doc interne pour que tout le monde soit, tous les violons soient, pour pas tout l'orchestre soit accordé. Mais il y a aussi des boîtes où quand tu débarques, tu dis bah elle est où la doc? Pour, tu sais, pour te former aux outils en interne, hein, quand tu commences un CDI en agence ou autre. Et on dit ouais, on sait pas, il y en a peut-être une, mais elle est plus à jour depuis 5 ans. Etc. Bref, c'est méga important, surtout quand vous travaillez avec plusieurs personnes. Ah bah oui. C'est, c'est super important. Ah, c'est primordial. Attends, je pense que je. Sachez que je suis concentrée, mais je check toujours où en est le chat et la vidéo, moi de mon côté sur mon téléphone. Je vous dis, ça c'est mon retour écran. Comme vous voyez, on est des très grands influenceurs et des très grands streamers. Ouais, stream de gauche, Stream de gauche. on va pas se mentir, on va pas se mentir. Après, tu dis Même ça, si, mais que, genre, les gros streamers de gauche, ils sont mieux équipés. ouais, on va dire stream d'anarchiste. Yo, ça marche. Bah oui, bon, pour revenir au sujet, moi, ce qui me pète de rire, c'est qu'il y a vraiment un bip boop qui est dans la documentation, et ça me fait rire. Mais bon, Ouais. tu vois, genre, si tu Il y es une a, intelligence artificielle et tout, bip boop. Donc ça me fait rire. Mais au-delà de ça, en effet, ça pose la question, en fait, de la pertinence aussi des sites internet qui sont faits via l'IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que quand tu as de la documentation qui est faite pour de l'IA, on se dit, bon, bah, ça veut dire qu'en effet, les sites faits par IA, ça commence à devenir canon, ça commence à devenir, entre guillemets, sérieux, quoi. C'est quelque chose que les frameworks vont ajouter dans leur périmètre. Donc ça veut dire que forcément il y en a de plus en plus. Ça c'est la conséquence en fait d'une matérialité. Mais là où on doit se poser une question, c'est il y en a de plus en plus, mais de quel type? Parce que plus il y en a, moins c'est rare, donc aussi moins ça a de valeur. Ça c'est un principe économique.
quand quelque chose est fait rapidement, surtout via de l'IA, on est en droit de se poser la question de est-ce que l'intelligence artificielle qui a créé ce site a pris en compte tout un périmètre qui était d'ordre humain? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vraie étude de la cible? Est-ce qu'il y a eu une vraie étude de l'univers de marque? Est-ce qu'il y a eu une vraie étude des points communs et du relationnel entre la marque et l'audience? Est-ce que le déclencheur d'achat est pertinent? Donc ça, c'est tout des questions un peu, on va dire, business-like. Mais en réalité, on va aussi pouvoir se demander, est-ce que ce site est humain et pour les humains? Pourquoi? Parce qu'en fait, un site qui est pour les humains, c'est un site qui doit être compréhensible, qui doit être lisible et qui doit être agréable et pensé pour les réflexes et les gestes humains. C'est notamment le cœur c'est le cheval de bataille de l'UX UI, hein. C'est de permettre aux utilisateurs d'utiliser de manière fluide et logique un site internet, ou une application ou un logiciel. Mais avec la prolifération de sites IA faits pour de l'IA, lus par de l'IA, on se demande en fait quel est le rôle de ces sites. Enfin, pourquoi on ferait un site que pour de l'IA? C'est quoi l'intérêt qu'il soit là, quoi? La réalité, c'est qu'en fait, ces sites-là, ils sont purement faits pour être lus par des Gemini, par des ChatGPT, pour être référencés plus vite. Donc, on va dire que c'est un référencement SEO pour ChatGPT, pour que quand les gens te disent «Ah, c'est quoi, je sais pas, la meilleure entreprise pour vendre mes biens immobiliers?» Bah là, le site qui est fait en IA, en fait, il est fait pour sortir en premier, quoi, tu vois. Sauf que je vais un peu vous rendre triste en vous disant que un site fait en IA ne sera jamais aussi bien référencé qu'un site fait par l'humain. Parce que même si c'est plus rapide à faire, même si on peut avoir un côté growth hacker qui arrive, la réalité c'est qu'aujourd'hui Google valorise la création humaine parce qu'en fait nous sommes les seuls encore à pouvoir créer. L'IA ne fait que générer. Donc, si je résume, l'humain crée, l'IA génère. Et cette génération, c'est une génération qui est forcément nourrie par des contenus qui sont humains. Et avec la prolifération des sites IA, le contenu humain devient hyper rare. Et Google en a besoin pour continuer. Les GAFAM ont besoin de ce contenu humain pour continuer à nourrir leurs IA. Donc en fait, forcément, la création humaine va être valorisée par les GAFAM parce que ça devient rare et parce que s'ils ne veulent pas que l'IA se mange entre elles, il faut de la création humaine. Donc ton SEO fait par IA, il sera jamais aussi valorisé qu'un SEO humain parce que Google valorisera toujours l'humain parce que c'est de ça qu'il va se nourrir. Donc il encourage la création humaine pour nourrir ses IA après. C'est pareil pour Instagram, c'est pareil pour beaucoup d'autres plateformes, mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Votre création a toujours de la valeur, le copywriting a toujours de la valeur, la création visuelle a toujours de la valeur, tout ça, tout ça. Les codes propres des développeurs ont toujours de la valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nourrit les IA génératives. Et que si on décourage totalement la créativité humaine, l'IA générative va se bouffer sur elle-même. Et c'est ça. C'est ce bout de périmètre là, c'est la frontière qui est très touchy que justement les GAFAM veulent éviter de dépasser. Parce qu'une IA qui se bouffe sur elle-même, comme c'est le cas déjà aujourd'hui avec les générations d'images, ChatGPT, c'est une IA en fait qui va faire des choses de moins en moins compréhensibles. Donc de moins en moins lisibles, donc de moins en moins vendables. La messe est dite. La messe est dite. Donc, alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai quand Léa, elle a dit, quand elle a parlé justement du code propre, etc., j'ai fait un signe du genre, Bon. pas forcément. Alors, là, j'ouvre juste une parenthèse.
bon, je vais me tirer une balle dans le pied et puis je vais tirer des balles dans la tête de tous mes potes développeurs, mais nous-mêmes, on le sait. Ce qui fait justement la particularité du développement. Quand je dis du développement, je parle vraiment les gens qui codent, etc. Contrairement à l'UX/UI, c'est que on n'invente pas le code. Le code, il existe déjà. On fait que du copier-coller. Alors j'ai pas le même, mais il y avait un même justement où tu voyais, enfin vous voyez, deux graphistes face à face. Tu vois, ils disaient oh putain, mais connard, là, t'as copié mon design. Et de la même chose avec deux devs. Et sauf que l'autre, enfin, ça faisait oh putain, mais t'as copié mon code. Ah, merci. En fait, c'est ça, tu vois. Enfin, vous voyez, c'est. Même si, en fait, en création, enfin, je sais, hein, je suis aussi dans la créa, on fait rien de zéro, on a quand même plus de liberté. Alors que quand on dépend justement d'un langage, on va dire, bien précis, parce que, on va dire, un langage informatique, tu fais pas plus de carré, quoi. Tu fais pas plus carré. En gros, c'est presque du copier-coller. Mais contrairement à l'IA, c'est que nous, on a nos petites astuces, on a notre façon de rendre les choses propres, on a ce que l'IA n'a pas, une vision globale sur un projet. Et ça, c'est le plus, c'est nettement le plus important. Je referme la parenthèse et j'ai constaté en fait que depuis le début du stream, j'allais dire qu'on allait un peu parler justement des techniques, enfin des good practices justement pour à mettre en place sur les sites. Euh, T'en penses quoi, Léa? Peux donner quelques exemples ou est-ce que ça... Ouais, Ok, alors, en tout cas en UX, 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 excuse. euh, il y a des good practices à mettre en place. Donc la question est toujours, par exemple, là, le plus important, c'est le contraste. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, une des bases de chez base d'un projet UX/UI, c'est la lisibilité du projet. C'est-à-dire, le but, c'est quand même de pouvoir lire ce qu'il y a écrit sur l'écran. Je sais que ça paraît bête, dit comme ça, mais c'est hyper important. C'est le contraste entre les couleurs. Donc pour ça, on a plein d'outils qu'on utilise pour, par exemple, mesurer les points de contraste. Est-ce qu'il est à 4,1? Est-ce qu'il est à 5,1? Donc si vous voulez, si vous êtes intéressé, bah, dites-nous en com. Et je vous lâcherai des petits websites sur lesquels aller vérifier les contrastes de votre site. Et c'est trop Donc bien ça. ouais, franchement, Là, c'est fun. c'est hyper important. Pourquoi? Parce que vos boutons doivent être lisibles, parce que votre texte avec votre fond doit être lisible. On a aussi des politiques d'éviter d'être en full blanc, full noir. Ça, c'est hyper important pour le repos des yeux. Donc les gens qui vont avoir des migraines, des fatigues oculaires, etc. Avoir du blanc FFFFFF et du noir 00000, c'est complicado. Du coup, c'est bien de prendre des dérivés. Alors, ça peut être vraiment des nuances, mais vous voyez, le tech policy qu'il y a sur le côté, par exemple, c'est pas du FFF. À mon avis, c'est du F7, F7, F7. Mais tout ça, ça permet en fait de reposer les yeux. On sait qu'on est tout le temps en plus sur des écrans, on sait qu'on est fatigué, on sait qu'on va avoir des problèmes d'yeux pires que nos parents. Enfin, je sais pas, moi, mes parents sont. Ma mère est bigleuse, mon père un peu moins. Mais j'ai des doutes. Et tout ça, ça permet aussi de reposer les yeux et permettre plus de lisibilité du site. Donc là, on est vraiment sur le B à bas, mais le B à bas de l'accessibilité. Ensuite, ce qu'on va mettre en place aussi, c'est tout ce qui est soit on a une typographie qui est déjà lisible. Par exemple pour les dyslexiques, par exemple pour les personnes qui ont plus de difficultés de lecture. Donc notamment une des polices les plus connues, il y a deux polices qui sont très connues dans ces cas-là, c'est Comic MS100. Donc en fait c'est une police qui a été créée pour les dyslexiques, donc je sais qu'on s'en moque, etc. beaucoup, mais en fait c'est vraiment une police qui est là pour l'accessibilité. Et Vraiment? on va aussi avoir d'autres typos comme Helvetica, qui est une des typos les plus faciles à lire. Bon, c'est une des typos préférées, je pense, des designers. C'est la Entre meilleure. C'est la meilleure. Helvetica et Montserrat, c'est souvent, on hésite toujours entre les deux, quoi. Helvetica. Mini aparté, mais c'est la typo qu'a choisi Yves Saint Laurent.
Donc en plus de ça, on a la classe avec Helvetica. Mais il y a plein d'autres polices qu'on peut mettre en place pour vérifier leur lisibilité, etc. Si on choisit d'avoir une police un peu futuristique, parce que pourquoi pas? Pourquoi pas avoir une DA forte, avoir une police un peu robot, un peu whatever, on s'en fiche, tu vois. Ou très crypto, pourquoi pas? Dans ce cas-là, il faut prévoir des boutons d'accessibilité. C'est-à-dire un bouton qui est visible et présent tout au long de la lecture, et qu'on appelle qui va être sticky, quoi, qui va descendre avec toi avec la lecture, pour être sûr que la personne peut toujours switcher de manière simple. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que lorsqu'il active accessibilité, il y a une typo qui est faite pour être lue par des personnes à visibilité réduite, pour des personnes qui ont des difficultés de lecture, tout ça, et qui va être mis en place. Donc des contrastes par exemple plus forts, par exemple des polices qui ont vraiment été réfléchies pour les dyslexiques. Donc il n'y a pas que il y a pas que du comique sans MS, mais il y a aussi des polices qui sont totalement faites pour. Donc ils vont mettre suivant où est placée l'emphase du mot, vont mettre en gras une certaine lettre, vont vraiment exagérer les P et les B. Enfin bref, il y a plein de typos qui ont été réfléchis là-dessus et on peut totalement jouer sur ça. Il y a déjà pas mal de sites qui le font. Et je pense que pour moi, c'est une good practice qu'on devrait mettre beaucoup plus en place. Il y a aussi d'autres manières de faire. On peut, par exemple, augmenter la taille, avoir un bouton qui augmente la taille de la police, par exemple. On peut avoir justement la lecture du texte pour les personnes qui arrivent pas à se concentrer en lisant, pour les personnes qui ont déjà des difficultés de tout simplement. Et on peut imaginer aussi d'avoir justement faire attention à nos balises alt, avoir dans le header, pourquoi pas, une petite description pour préciser que la personne doit soit appuyer sur un bouton qui est par exemple un gros bouton à droite, ou dire un mot. Je sais pas trop comment on peut faire ça, mais en vrai, ce serait intéressant de voir. Mais en tout cas, prévenir, tu vois, directement qu'il est aveugle et mettre en place que de l'audio description, que de l'audio description du site, et ne pas compter que sur la liseuse, parce qu'en réalité, les liseuses, elles vont te lire parfois les petits HTTP, HTTP, slash, www, j'ai totalement oublié d'enlever ce lien, il est un peu caché.com. Donc, être sûr que tout est propre, être sûr que tout est lisible, pouvoir tester aussi de son côté, ça c'est important, vraiment de recéter cette partie-là. Et évidemment que pour d'autres handicaps, on peut mettre en place, par exemple, bah, le sous-titrage de vidéos. Je reviens dessus, mais c'est tellement important. Et pas que des sous-titrages automatiques. Il faut faire vraiment attention qu'on est bien sous-titré et que ça ait du sens, ce qui est dit. Parce que si vous deviez compter que sur YouTube pour sous-titrer vos vidéos, vous verrez très vite que c'est insupportable à lire. Faites le test, c'est un enfer. Donc faire bien attention au sous-titrage et faire bien attention à contraste, lisibilité et audio description du site. Pour moi, c'est un peu les quatre plus importants. Et toi, de ton côté, tu nous parlais du RG2A. Moi, j'étais un peu intriguée, je connais pas du tout. Alors, le RG2A, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais voir comment faire pour présenter un autre onglet. Normalement, si je fais ça, alors n'ayez pas peur, je vais aller sur un site du gouvernement français. Ce n'est pas les impôts ni celui pour les ni amende.gouv, mais mine de rien, en France, on fait quand même des choses correctes, hein. Certes, on n'a pas de pétrole, mais on a des super bons documents et sur justement sur par exemple là sur l'accessibilité entre autres. En fait, le RG2A, c'est comment eux, ils expliquent ça? On va dire voilà, c'est un ensemble de critères à respecter pour rendre un site ou une application entièrement accessible. Alors, à la base, c'est basé sur des règles internationales du WCAG. Je ne vais pas le faire en anglais, WCAG. Voilà, vous l'avez. Et étant donné que bah, en Europe, on a justement en termes légal en fait quelques différences, hein, bien entendu.
bah, le gouvernement français a adapté ça en différents critères plus adaptés à la législation européenne. C'est ça en fait RG2A. Alors RG2A, on peut avoir des... Bah, il y a 106 critères. Léa, avant, vous en a déjà cité notamment une grosse partie que je ne sais même plus quoi dire en soi. Mais on va donner l'exemple des images parce que ça parle à tout le monde. Par exemple, le tout premier critère, C'est un très très bon exemple en plus, comme beaucoup de gens oublient et négligent. ça m'arrive aussi. On n'est pas parfait. Par exemple, là, ils disent chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative, et là, attention à ma dyslexie, textuelle. Pardon. En gros, image porteuse d'information, bah, c'est l'inverse d'une image de décoration. C'est bah, un truc simple. Vous avez un site pour votre hôtel, bah, c'est l'image de votre hôtel. C'est porteuse d'information. C'est pas de la décoration. C'est pas. Après, la différence est maigre, mais je vais pas aller dans ce débat. L'exemple, c'est exactement ça. Vous avez l'image de votre hôtel. Vous dites, ah, dans cet hôtel, nous avons par exemple la chambre avec vue sur la mer. Image de la chambre avec vue sur la mer, c'est évident que vous allez mettre une image pour montrer la chambre. Bah là, en fait, ça c'est une image qui est informative, qui est pas décorative. Mais là-dedans, au lieu de drop l'image et l'appeler 18406 points, voilà, parce que vous n'avez pas renommé la photo concrètement, et bah en fait c'est travailler ce qu'on appelle la balise alt, c'est la balise textuelle, pour alternative textuelle du coup, pour justement dire chambre bien rangée avec deux lits vus sur un ressort paradisiaque, etc. Ça, par exemple, c'est très important parce que les personnes qui sont malvoyantes vont du coup avoir la description de cette image. Donc c'est pour ça que la balise alt 1 est important à travailler pour l'accessibilité et je vous dirais que c'est aussi très important pour le SEO car ça permet aussi à Google de comprendre quelle est l'image qu'il y a sur ce site et donc du coup d'apparaître de manière plus pertinente dans Google Images. Du coup. Voilà, tu as très bien expliqué les choses. Voilà, c'est vraiment l'exemple bateau. C'est vraiment la première chose qu'on apprend, même en dehors d'accessibilité, qu'on commence à développer, on commence à faire son, sa première ligne en HTML et qu'on met une image, la balise alt. Et là, justement, tu me posais la question à propos du RG2A, que je te disais que c'était basé en fait sur la version enfin pas américaine, internationale, le WCIG. Le WCAG, ça fonctionne à peu près de la même manière, c'est plutôt des critères de succès. Avant, Léa, tu parlais justement de ce qui est du contraste. Oui. Et ça, justement, le WCAG, voilà, on va faire en français, a vraiment toute une grosse partie là-dessus et des outils qui vous permettent, etc., de voir le niveau de contraste, en fait, sont basés. En fait, en fait, c'est un peu comme les jeux vidéo où la tête, c'est avec des A. Il y a voilà, un A, deux A, triple A, etc. Voilà, j'ai pas vraiment d'exemple. Même si, entre parenthèses, Léa, j'ai remarqué que les boutons sur notre site sont limites en termes de contraste. J'avais checké, on est pile poil. Ouais, on est pile poil, on est pile poil. Non, ça c'est juste moi mon côté un peu malin. Bref. J'avais checké, on est bien. On est dans la. Non, mais c'est toujours ce qui est difficile avec les couleurs orangées. Ouais. C'est toujours délicat. Alors, oui, on donnait l'exemple des images. Bah, là, il y a l'exemple des couleurs. Alors là, j'avoue, le document, je ne l'ai pas lu. Il y a un PDF super. Franchement, Mm. là-dessus, le gouvernement, il fait les choses bien là-dessus. Bah, si vous voulez vous renseigner un peu plus dessus et que c'est un sujet qui vous touche et qui vous intéresse, bah pareil, n'hésitez pas à nous demander le site en Ouais. lien. Parce que c'est déjà hyper bien fait, ça pourrait peut-être vous aider à comprendre aussi tous les périmètres sur lesquels on travaille lorsqu'on fait de l'UX UI, lorsqu'on fait de l'intégration de sites et du développement. C'est des questions qu'on se pose en règle générale. Et d'ailleurs, je vais me permettre après, mais il faudrait qu'on en parle un peu. J'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse après quand on aura fini sur le validisme dans la société. Je pense que c'est important qu'on en parle après. Bah oui, mais pardon, c'est à mon tour. Il y a eu un. Il y a eu un blanc. Donc, ouais, on en parlait par exemple.
là, il y a une prérogative qui est aussi importante. Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé? Hors cas particulier, effectivement. Effectivement, ça veut dire, bah, comme vous disiez, vous n'allez pas mettre dans un bouton, vous n'allez pas mettre le texte en blanc, blanc, enfin, vraiment en pur blanc, sur un fond Crème. rose pastel. Mm, mm, mm. Je pense que l'exemple est bon. Ouais, l'exemple est ok, ouais. C'est un meilleur niveau que moi en UXUI, mais c'est un exemple. Il y a quoi d'autre? Alors là, je vais cliquer, alors je ne vais pas dire au pif. Structuration de l'information. Eux, ils disent quoi? Mm. Ouais, ça c'est au niveau de la. Alors, je sais plus la sémantique. La sémantique. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une page web, il y a des ordres, un ordre à respecter. Un ordre à respecter. C'est bon, là, ça peut concerner les personnes qui font des sites comme des personnes qui rajoutent du contenu. La plupart des titres, hein, c'est une balise H1. Ensuite, il y a des sous-titres ou autres, H2, H3, ça descend jusqu'à H5, hein, voire H6, mais c'est jamais rarement utilisé. En fait, il y a des règles, par exemple, c'est de ne pas utiliser une balise H3 directement après une H1, etc. Et ça, en fait, il n'y aura pas d'incidence sur la lecture, etc. Par contre, il y aura une incidence sur les liseuses d'écran et surtout sur le référencement. Ah oui. Puisque justement, Google, quand il va crawler, quand il va lire justement votre page, lui s'attend justement à une structure logique. C'est bien ça, hein, il s'attend vraiment à une sémantique logique qui, c'est aussi quelque chose qui est régi par le WCAG, etc. Enfin, voilà. Ça, c'était vraiment, là, je vous ai vraiment donné les exemples les plus communs. Il y en a plein d'autres, on ne va pas rentrer dans le détail, ça, vous pourrez nous poser des questions. Il y a tout un tas de documents super intéressants et même, alors ça j'ai oublié le nom, mais il y a des associations justement qui se battent en fait pour ces règles d'accessibilité, mais plus sur le côté humain. Parce que là, je vous ai donné vraiment des exemples techniques assez carrés, mais l'important, c'est pas ça. L'important justement, c'est l'humain c'est l'humain, les humains qui sont derrière. Je pense que ça fait une bonne transition sur ce que tu Ouais, non, mais c'est voulais dire ça. là. Mais c'est tout à fait ça. Il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que on est forcément dans une bataille de visibilité en tant que business, entreprise, etc. Et c'est tout à fait normal de vouloir de la visibilité et d'essayer un peu de hacker le système pour l'avoir. Par contre, la réalité, c'est qu'une fois que la personne arrive sur votre site, il faut qu'elle s'y retrouve. Et il y a pas, ça sert à rien d'être visible si tu n'as pas de crédibilité. Ce que j'appelle crédibilité, c'est justement toute la réassurance de ton expertise, de ta bienveillance, de la crédibilité de ta marque. Et si t'as pas de crédibilité, ton site il peut être visible comme tu veux. Les gens ils vont arriver, tu vas avoir un taux de rebond de dingue parce qu'en fait, si ton site n'est pas fait pour l'humain et que tu veux attirer des humains, comme c'est pas les IA hein, qui vont faire ton chiffre d'affaires, bah tu auras travaillé toute ta visibilité pour pas grand chose. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, comme on est beaucoup dans des courses de visibilité, mais on est beaucoup moins. On oublie un peu le côté que, bah, tu vois, si on a 1000 visiteurs, on se dit ah c'est trop bien et tout, ou ah non, bah mon concurrent, lui, il en a 30 000, moi j'ai que 1000, tu vois. Et dans ça, dans ces chiffres, on oublie souvent qu'en fait, c'est des êtres humains à qui on a affaire. Et on oublie que avant de chercher le large, avant de chercher le chiffre, avant de chercher voilà, les stats et tout, faut comprendre qu'il y a quand même 1000 personnes qui ont cliqué sur le lien. Et que c'était 1000 personnes qui pouvaient arriver dans ton tunnel de conversion. Et ça, c'est hyper important de réfléchir dessus et de se dire, bah en fait, si t'imagines, il y a 1000 personnes dans ta boutique en même temps, c'est ça en fait qu'il faut imaginer. C'est se dire que faut pas aller chercher forcément les gros chiffres et les grosses stats, même si c'est intéressant d'un point de vue, bah, plus on racle large, plus on a des chances d'avoir des conversions finalement. Il faut surtout se dire que même si on a moins de visibilité,
Ce qui compte, c'est que chaque visiteur y ait trouvé un peu ce qu'il cherchait. Et c'est ça qui va vraiment, in fine, influer la conversion. C'est d'avoir pensé au petit plus qui met le visiteur à l'aise. Donc c'est vrai sur un site, par exemple, justement, il a pensé à l'audio description, mais c'est trop cool, tu vois. Et du coup, la confiance arrive. Il y a un côté accessibilité, ça me permet d'enfin pouvoir lire plus rapidement le site internet sans y passer 4 plombs parce que je m'en mêle dans les mots. Trop bien, je suis full daltonien et j'arrive à lire, tu vois, j'arrive à voir où est telle et telle chose. Et ça, c'est hyper important en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est accueillir avec bienveillance tout type de personnes dans son domaine internet. Comme c'est ça, un site internet, c'est un petit territoire que tu loues à l'année et c'est chez toi et tu accueilles des gens. C'est littéralement ça un site. Donc c'est important en fait de rendre accessible son petit chez-soi, d'accueillir les gens de manière convenable, avec politesse, avec bienveillance. Et c'est ça qui fait la différence entre un site fait pour de l'IA et un site fait pour de l'humain. C'est parce que le petit extra. En fait, il y a l'émotion et le relationnel qui doit être présent dans le site. Et le relationnel, c'est de vouloir bien accueillir. Et pour aller un peu plus loin sur le sujet, moi je pense que... Alors, je sais pas pour toi, mais moi je suis dyslexique. Donc c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée. J'ai pas forcément une dyslexie qui est forte, j'ai une dyslexie faible, mais c'est pour m'être fait gueuler dessus durant tous mes stages de marketing. Oupsie. Et c'est important en fait c'est important pour tout type de handicap, que moi je pense que je suis encore chanceuse d'avoir qu'une dyslexie faible, tu vois. Mais c'est important d'inclure tout le monde pour que justement il n'y ait pas encore ce côté où la société te rappelle que tu es handicapé. Moi, je suis allée voir une expo au Palais de Tokyo semaine dernière qui s'appelle Normecorps, qui est très bien, qui donne justement, qui permet de remettre en question la personne handicapée dans la société. C'est-à-dire, en fait, un peu ce côté, c'est la société qui me rend handicapée. Et c'est exactement cette perspective qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, avec le développement qu'on a, on est tout à fait en mesure que les personnes handicapées ne ressentent pas leur handicap. Et ça est une volonté, en fait, validiste de ne pas les inclure. Le handicap a été pendant très longtemps, les personnes handicapées ont été pendant très longtemps mis en marge de la société, ont été réduits à la mendacité, ont été réduits à l'abandon à la naissance, dans des freak shows, etc. C'est un handicap qui est avant tout aussi social. Parce que à partir du moment où ton handicap ne te permet pas de s'intégrer dans une société, c'est un handicap qui est social. Donc, forcément, il faut faire attention à ça. Et aujourd'hui, avec le capitalisme, en fait, on s'est dit, ah mais attends, en fait, les handicapés, il suffit qu'ils arrivent à bouger un doigt de pied, j'ai envie de te dire, on peut les intégrer dans une chaîne de production. Donc c'était produire et consommer, PC, tu vois. Et on a réintégré un peu les handicapés dans la société parce qu'ils pouvaient de nouveau produire. Mais même par exemple les asiles psychiatriques aussi étaient inclus dedans. À partir du moment où quelqu'un pouvait produire quelque chose, on lui demandait pas d'être ok, on lui demandait pas de pas être déprimé, de pas souffrir d'hystérie. Tant qu'il pouvait produire, donc il devenait utile à la société. Donc aujourd'hui, on est dans un peu une hypocrisie entre on va accepter les handicapés, on va leur donner les mêmes chances, etc. Mais on ne met rien en place pour que concrètement leur vie quotidienne et sociale ne soit pas impactée par leur handicap. En fait, en réalité, les seuls endroits où on les accepte, c'est les endroits où ils peuvent avoir des utilités qui ne prend pas nos métiers, entre guillemets, de nous, personnes valides. Par exemple, le fait de ne pas rendre accessibles des immeubles pour les personnes en fauteuil. Par exemple, ne pas rendre accessible la rue pour les personnes aveugles. Et ils peuvent produire, on va leur dire télétravail, etc. C'est super, mais par contre, est-ce qu'ils vont être en capacité de sociabiliser comme les gens valides le font?
C'est la question. Bon, je parle même pas des centres de travail d'handicapés qui sont juste de l'esclavagisme pur, mais c'est très compliqué aujourd'hui quand t'es handicapé, notamment des handicaps qui sont physiques ou des handicaps plus lourds, de schizophrénie, etc., d'être intégré dans la société sans avoir à tout le temps être appelé à son handicap. Et Et un... ça, dis-moi. moi, ça me fait vraiment penser à toutes les entreprises qui font, alors bon, je veux pas dire du greenwashing, mais surtout du pinkwashing. Tu vois, en gros, bah, je rappelle un peu ce que c'est le pinkwashing, hein, au cas où. Hein, c'est toutes ces entreprises qui, le mois justement de la Pride, se mettent aux couleurs du drapeau LGBT, etc. Et tout le reste de l'année chie en fait sur les minorités visibles ou invisibles. Bah, là, en fait, l'exemple de Léa, c'est à peu près la même chose. Alors, je sais pas s'il y a un terme, j'ai envie de dire du disable washing, mais le terme est trop péjoratif. C'est en gros, et ça, on l'a tous vu. Il y a de plus en plus d'entreprises en fait qui elles-mêmes elles disent déjà elles disent on accepte les travailleurs handicapés. Alors déjà le terme on accepte déjà c'est odieux quoi. D'où à accepter les gens. D'où à accepter les gens. Et ok, bon, elles vont embaucher justement des personnes en situation de handicap, mais derrière, dans des locaux où il y a mais zéro aménagement. Bah, ça, c'est un truc que j'ai déjà vu dans une boîte où on avait un responsable justement qui était en fauteuil roulant. Et la boîte disait ouais, on est inclusif, etc. Mais par contre, dans l'entreprise, alors certes, il y avait des ascenseurs, mais tout le reste, il y avait rien quoi. Il y avait rien. Donc, pour moi, c'est comme le pinkwashing, quoi. On essaye de se racheter une conscience en tant qu'entreprise en instrumentalisant des minorités, quoi. Et c'est dégueulasse. Ah, mais c'est C'est totalement mon ça. avis. Mais ça me fait penser à ça, quoi. Non, mais c'est totalement ça. Et puis, tu vois, Internet, ce qui est... C'est là où le digital devient intéressant parce que souvent ces personnes-là sont déjà hyper isolées d'une manière physique, Mm. en fait, et même mentale. Et le digital, c'est un monde où on ne sait pas à quoi tu ressembles, on ne sait pas qui tu es dans ton enveloppe corporelle, en fait. Mm. Et on ne sait pas non plus, comme on te voit pas, c'est aussi un monde qui te permet d'avoir des avatars. Et alors, il y a toujours des dérives. Mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant puisque finalement tu ne sais pas la personne que tu as en face de toi si elle souffre d'un handicap ou pas, finalement. Et c'est ce côté-là qui normalement devrait rassembler. Parce que tout le monde est mis au même niveau, on ne sait pas le genre de cette personne, en fait, on ne sait pas son âge, on ne sait pas. Et du coup, devrait y avoir quelque chose d'un peu plus anonymisant et du coup plus inclusif. Parce qu'on a totalement les outils pour rendre le web inclusif. C'est pas quelque chose qui demande d'avoir des accès handicapés, entre guillemets, dans le web. C'est quelque chose qui est purement digital. Mais même, c'est là où on se dit que c'est dingue, mais même dans ce monde qui est digital, on a réussi à ne pas être inclusif. Alors qu'on a totalement tout pour, en fait. C'est pas plus compliqué, en fait, d'être inclusif. Ça demande évidemment plus de travail, mais c'est pas plus compliqué. Et C'est même plus simple. oui, et C'est en plus fait, simple que dans la vraie vie. Hein. exactement, ça demande beaucoup moins, ça demande moins d'investissement. Alors faire une rampe d'handicapé, ça devrait être normal, mais évidemment c'est un investissement quand le bâtiment est déjà construit, tu vois. Par contre, rendre un site, vérifier les contrastes de tes couleurs sur un site internet, c'est gratuit, tu vois. Vérifier que tu as une typo qui est lisible, c'est gratuit. Tu vois, il n'y a pas, il y a aucune raison qui fait qu'on a des sites qui ne soient pas accessibles, si ce n'est le fait d'oublier encore cette minorité. C'est exact. Il y a même maintenant des outils automatisés, même à même ton navigateur Internet, ton Google Chrome, ton Firefox, qui te permettent de faire des mini-audits. Des mini-audits, même de vérifier le contraste, etc. Ça fait quelques années, c'était Google à la base qui avait intégré ça. Et c'est super. Mais ça, oui, voilà, on pourra fournir des liens si vous avez des questions. Hein. N'hésitez pas, mais comme dit Léa, en fait, maintenant, il n'y a plus d'excuses, quoi. Vraiment, il y a plus d'excuses.
éventuellement celle du temps et de la productivité. Laissez-moi rire. Oui, en J'ai dit fait, c'est un sujet chaud, hein. ouais, ouais, non, mais je pense que ça repose, tu vois, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut pas différencier le digital du physique dans tous les cas dans nos sociétés, parce que le digital reste un reflet du physique. Et si on se pose pas les questions tous ensemble en termes de société sur l'inclusion des personnes handicapées, qui je rappelle sont handicapées parce que la société les désigne handicapés, leur rappelle toujours qu'ils sont handicapés, si on se pose pas ces questions de se dire mais pourquoi en fait on les prend pas en compte, pourquoi on n'y réfléchit pas et pourquoi on veut juste mettre en valeur des personnes qui sont valides, tant qu'on ne se sera pas posé cette question de manière globale, il n'y aura pas non plus des changements majeurs, que ce soit dans le physique ou dans le digital. Et là, si tu le permets, parce qu'on arrive un peu sur la fin, je vais faire vraiment une transition, une transition de dingue. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, ou si toi, Léa, tu connais. J'ai envie de dire, heureusement, il existe justement des projets et des très gros projets justement qui se battent pour rendre le web plus accessible. Et en l'occurrence, vraiment le plus connu, bon, je vais massacrer le nom, le A11Y. Ça fait à like. J'ai juste, ah, j'ai jamais compris. De rien. À l'ail ou au persil? Non, pardon. Un peu d'humour, ça fait du bien, comme ils disent les boomers. Et en gros, ça, c'est un projet, j'ai découvert. Bah, en fait, ça, j'ai découvert quand j'ai fait ma reconversion en tant que dev. On avait déjà en 2020 un très gros chapitre hein, sur l'inclusivité. Je me rappelle, d'ailleurs, c'était des chapitres que j'ai préférés avec l'UXU. Et je suis dev. Ouais. Cherchez pas. Bref, en gros, c'est vraiment une grosse commu qui se base, encore une fois, hein, sur les standards dont on a parlé avant. Hein. Le WCAG, c'est vraiment la base, hein, c'est la Bible, c'est la Torah, peu importe, hein, c'est tout, de l'accessibilité. Sauf que eux, en fait, comment dire, ils font des ateliers, ils créent des blogs, etc. Alors, ça fait longtemps que j'étais plus sur ce site, mais ce qu'il faut savoir, vu que c'est un site justement d'un projet visant justement l'inclusivité du web, en fait, le site, il est fait pour respecter à 100% tous les fondements de l'accessibilité. On peut le voir au niveau ne serait-ce que l'espacement des caractères, etc., les contrastes. Là, vous voyez, là, on a vraiment des contrastes qui pètent, quoi. Tout ce type d'exemple. Alors moi, vraiment, c'est un site que je vous invite réellement à consulter, que vous êtes du métier ou non, à en parler autour de vous. Ouais, alors ça fait longtemps que j'y étais plus, mais en gros, eux, ils sont vraiment à fond dedans. Ils sont vraiment à fond dedans. Euh, ouais, comme dit, ils proposent des ateliers, etc. Il y a de plus en plus de formations qui se basent en fait justement sur leur travail magnifique. Donc, je ne vais pas en dire plus, hein, mais on pourra vous mettre le lien. Justement, hein, voilà, on y est quoi. Ouais, Accessibility is c'est- important, inclusion is essential. non mais voilà. En C'est fait, voilà, tout est dit quoi là-dedans. si vous avez besoin, si vous vous dites mais à quoi ressemble un site inclusif, et que parce que vous avez envie de rendre votre site internet inclusif et tout, et que vous vous dites ah, merde, en fait j'ai aucune idée à quoi ça ressemble comme j'en ai jamais vu un, parce que je rappelle que c'est rare, et ben allez sur Mm. ce site, hein, c'est Ally Project, donc A11Y Project. Et vous verrez que ça, c'est un site qui est à la fois très design et à la fois accessible. Comme quoi, on n'est pas obligé de sacrifier l'esthétique et l'inclusivité. Ça aussi, j'en profite pour le dire. Non, mais en plus, moi, le site, je le trouve trop beau. Il est trop beau, Et ouais, ouais, ce que j'ai oublié, en fait, la force de ce site, c'est les ressources. évidemment. C'est les ressources là, il y a tout ce qu'il faut. Je devrais une fois, en fait, on devrait une fois prendre le temps vraiment de creuser justement enfin, la plupart des ressources de ce site et on en Ouais, ressortira vraiment grandi. Que ce soit nous, toutes les personnes
tous les acteurs, actrices du monde digital. Bah, je pense qu'on devrait même utiliser, en faire des posts je pense que c'est un vrai sujet. Je pense qu'on ferait une série de posts pour vérifier que les sites sont accessibles. Comme je trouve que c'est un beau sujet et ce serait bien Pas de d'en ouf. parler, quoi. Mm, mm. On n'en parle pas Claire. assez, même sur Insta, je vois très peu. Alors moi, bah, ouais, je veux dire, sur Insta, sur Insta, j'ai vu deux, trois posts, deux, trois reels super intéressants à ce sujet. Super bien fait et tout, mais après, ça reste quand même un sujet de niche. Mm, mm. Clairement, alors que c'est un sujet C'est, qui est mm, hyper important. Hyper important. Donc, ouais, je suis hyper contente. Je pense on va pas plus s'éterniser. Mais c'était un live qui était très intéressant. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vécu une très belle aventure. ah, mais moi, c'est pareil, comme quoi, en préparant rien, Non, non, mais alors, franchement, Stéphane, t'as fait un très beau travail. non, Comme et faut puis c'est quoi? savoir qu'à chaque fois, Stéphane prépare, choisit les articles, et moi, j'arrive en tant que touriste. Donc, c'est notre manière, notre synergie à nous. Ouais, mais pour la peine, tu t'occuperas des rushs. Euh, je m'occupe déjà d'Insta. Non, ouais, c'est vrai, non, je rigole. Les rushs, c'est ce qu'il y a de pire. Ah là là. Non, mais en vrai, c'était un beau sujet. Je suis contente qu'on ait pu en parler. Je pense que c'est quelque chose qui est pas assez mis en valeur et pour le coup, je trouve que tu vois, ça change aussi de toujours rappeler que l'IA, c'est compliqué, ça vole le travail des artistes, tout ça, ce qui est vrai, mais C'est toujours bon de le rappeler, mais bon, au bout d'un c'est moment, ouais, mais ça donne aussi notre perspective. En fait, ce qui est important à oui. retenir, c'est qu'on est parti un peu de l'IA, etc. aujourd'hui dans les streams. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA, c'est quelque chose qui est aujourd'hui utilisé un peu contre l'humain, alors que c'est un outil qui est merveilleux et qui peut être utilisé avec force pour l'humain. Et sur le sujet de l'accessibilité, c'est un outil essentiel, en fait. Et c'est ça qu'on voulait dire. Ce qu'on voulait dire, c'est que si justement on réfléchissait, on remettait les questions de l'accessibilité au centre de la création de nos réflexions en tant que société et en tant que culture validiste, ça nous permettrait d'utiliser des outils qui sont d'une puissance quand même, on ne peut pas le renier, hein, qui sont d'une très grande puissance comme l'IA, etc., mais à bon escient. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas l'outil l'IA qui est diabolique, etc. C'est ce qu'on en fait. C'est toujours la C'est les question humains. de ça. Qui le drive? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est cette question sur laquelle on veut vous amener, en fait. Et je trouve que justement, l'inclusivité, l'accessibilité, c'est vraiment la question phare dedans, qui prouve qu'on a les capacités justement de ne pas renvoyer toujours les personnes handicapées à leur handicap, mais de justement les inclure de manière logique, mais sans, avec bienveillance, mais de manière normale en fait, tu vois, mais vraiment normale, dans notre société, qu'elle soit digitale, qu'elle soit physique. L'IA le permet encore plus facilement, et pour l'instant, ce n'est pas encore un sujet qui a été tout à fait abordé parce que on est trop, j'ai envie de dire, un peu trop occupé peut-être à faire mumuse avec une IA qui cherche un peu à gros faquer encore le business. Mais Donc, ce qui changera assez vite, hein, sans rentrer justement enfin, dans un sujet que je maîtrise pas forcément, mais de toute façon, la bulle va bientôt éclater. On, il y aura moins l'aspect joujou. De toute manière, l'IA est devenue beaucoup trop onéreuse en termes de. Je parle même pas des coûts humains ou environnementaux, hein, ça on en a déjà parlé, mais en termes de coûts financiers, là on oui. voit il y a de moins en moins de personnes qui font mumuse avec parce que maintenant c'est des tokens, ça coûte une fortune. Donc, j'ose espérer, je suis pas forcément de nature utopiste ou quoi que ce soit, mais j'ose espérer justement que cette bulle éclate et que justement l'IA puisse être utilisée dans ce cas-là vraiment à bon escient pour l'humain et non pas contre l'humain. Je pense que ce sera un sujet qui sera hyper important à traiter. Et je pense que, alors, la prochaine fois, moi, il faut savoir que, en termes de lecture, je vais bientôt entamer un livre qui s'appelle Le technofascisme. Ah, Et oui, et du coup, je pense que ça serait intéressant qu'on en parle. Parce que l'IA, ça réveille une côté de la sphère de la Silicon Valley, qui est pas très jolie, jolie.
et Oh, qui pas est un du peu, tout. ouais, voilà, et qui est un peu en thème avec ça dans le fond, puisque ça va parler de conservantisme, etc. Qui paraît un peu étrange de faire conservantisme et progressisme, puisqu'apparemment l'IA c'est le progrès. Alors comment peut-elle servir le conservantisme qui est le recul des idées sociales? Donc ce serait peut-être intéressant de traiter ça une prochaine fois pour parler un peu socialement de ce qui se passe dans les sphères digitales et comment ça influe politiquement aussi. Et comment nous on a notre rôle à jouer. Donc ce sera des gros sujets qu'on traitera parce que vous commencez à nous connaître. Les teams, des gros gauchos ici seront, mais, Je pense mais qu'il y c'est a, il des y a beaucoup de sujets. personnes qui vont se sentir visées, je crois. On a la meilleure commune. Et Ah oui, je super. pense qu'en vrai, ça va être un sujet très cool et on va continuer à faire plein de sujets comme ça parce que bah, le fait qu'on soit à notre compte, ça nous permet aussi de pouvoir nous exprimer librement et de pas forcément représenter des entreprises ou des patrons. Donc bah là, c'est un peu la kiffance, hein, ces petits streams. Donc voilà. Je sais pas, moi j'aime bien ce qu'on fait. Ah, moi aussi, j'aime bien. Là, ça fait du bien, quoi. C'est clair. C'est bien d'échanger sur des sujets intéressants, brûlants, etc., sans se prendre la tête, hein. C'est exactement Même, ça. même s'il y a certains sujets, on a envie de bagarrer des fois. C'est normal, la Ouais. bagarre. Écoute, je te propose qu'on arrête là le stream. Et bah merci beaucoup tout le monde pour s'il y avait des personnes, je ne sais pas, peut-être pas. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés et puis ciao. Bye Ciao! bye.